Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. On commence l'actualité par de petites et moyennes entreprises. Et de nouveaux projets sont confrontés à divers défis, comme c'est le cas des vendeurs des produits de la tannerie qui, depuis 9 ans, ne parviennent pas à les exporter en dehors des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. La raison étant qu'ils sont obligés de payer 80% de taxes, mesure qu'ils trouvent restrictive et qui les a obligés à laisser en stock leurs produits où ils se détériorent. Les officiels de la Fédération rwandaise du secteur privé indiquent que cette décision a été prise dans le but d'aider les industries de la communauté de l'Afrique de l'Est à obtenir suffisamment de produits de la tannerie. Cependant, ils reconnaissent que c'est un grand défi et qu'ils vont de nouveau examiner ce problème pour trouver une solution durable. Ce cas est un exemple parmi d'autres qui continue d'entraver la mise en œuvre des objectifs du marché élargi des pays d'Afrique qui ont réuni des opérateurs dans ce secteur venus des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est pour discuter de ces problèmes et leur trouver des solutions durables. Les accords portant donc la création de la zone de libre-échange continentale ont été mis en application le 1er janvier 2021, 2 ans après que 54 parmi 55 pays d'Afrique les aient signés. Parlons à présent de la création d'1 million et 250 000 nouveaux emplois. Tel est l'objectif que le gouvernement du Rwanda s'est fixé d'atteindre au cours des 5 prochaines années. Les Rwandais qui se sont créés de nouveaux emplois au cours des dernières années admettent que non seulement leur situation socio-économique s'est davantage améliorée, mais aussi celle des autres à qui ils ont donné du travail. Kassim Youssouf nous en dit plus. L'atelier de couture des vêtements prêt-à-porter confectionnés au Rwanda emploie environ 300 personnes dans la zone industrielle de Masoro en district de Gasabo. Elles admettent que ce travail a beaucoup amélioré leur situation socio-économique. Le mari n'est pas le seul à fournir du matériel et des équipements nécessaires à la maison et à l'école. Il y a certaines choses que je peux acheter pour moi et pour la maison. Les jeunes estiment par ailleurs que le programme mis en place pour promouvoir l'enseignement technique et professionnel a été le canal propice pour lutter contre le chômage. J'ai appris et maîtrisé la technique, j'ai ensuite trouvé un emploi et je suis maintenant capable de résoudre beaucoup de choses par moi-même. La raison pour laquelle je dis que c'est la solution pour nous, c'est parce que je ne me déplace pas pour postuler, mais j'utilise plutôt les compétences acquises ici et là qui sont bénéfiques car elles peuvent me permettre de créer mon propre emploi. Le secteur industriel a été l'un de ceux qui ont beaucoup aidé le gouvernement à trouver du travail, surtout pour les jeunes et les femmes au cours de ces dernières années. Il y a ceux qui apprennent à fabriquer des chaussures et des ceintures. Ils créeront à l'avenir des emplois. Ils sont formés pour pouvoir améliorer leur vie et développer le secteur dans son ensemble. Les employés et leur développement technique vont augmenter parce que nous allons organiser pour eux des formations et tout cela, c'est de nouveaux emplois qui seront mis en place. Des analystes s'exprimant à propos de la situation des emplois créés souhaitent que la législation sociale pour la protection des employés et employeurs soit efficacement appliquée pour que ces nouveaux emplois soient générateurs de transformations socio-économiques. Sinon, les nouveaux employés seront toujours confrontés à la pauvreté. Le Premier ministre a indiqué à propos d'environ 1 million d'emplois qui seront créés au cours des 5 prochaines années qu'ils seront valorisants et transformateurs de la vie de ceux qui vont y travailler. À propos de la création de nouveaux emplois générateurs de revenus, le souhait du gouvernement en tant que pays est de créer 1,25 million d'emplois, soit 250 000 par an. C'est notre volonté, notre plan et ces emplois seront créés à partir de tous les secteurs économiques. Les chiffres de l'Institut national des statistiques révèlent qu'au 4e trimestre 2023,
Le taux de chômage a diminué jusqu'à 16,8% par rapport à 24,3% en octobre de l'année précédente. Au moment où le Rwanda célèbre 30 ans de coopération entre la société civile et les organes de l'État, la représentante régionale du programme des Nations Unies pour le développement du Rwanda, Fatmata Leveta, estime qu'il faut plus de collaboration avec le secteur privé pour trouver une issue aux multiples défis du monde actuel. L'engagement des sociétés civiles au Rwanda pour travailler avec le gouvernement sur le développement est très important. Nous avons vu déjà que le gouvernement seulement ou les organisations internationales ne peuvent pas faire tout le travail qu'on a besoin pour amener le développement partout au pays. Donc les organisations de société civile jouent un rôle très très important. Donc aujourd'hui nous avons parlé de l'importance de faire le partenariat avec les sociétés privées aussi, avec les sociétés civiles. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. On n'a pas assez d'argent aux ressources pour faire tout le travail qu'on veut, même si c'est le développement international, l'organisation de société civile ou le secteur privé aussi ne peut pas faire seul. Mais pour accompagner le gouvernement, pour vraiment rentrer partout au pays, on a besoin de faire les partenariats. Donc on a mis l'accent sur l'importance des partenariats avec les secteurs privés. Ça c'est plus important parce que eux, il fait investissement partout au pays. Il faut reconnaître que son investissement doit bénéficier les peuples, doit bénéficier l'environnement et aussi le profit qu'il fait. Les passagers qui font des voyages sur le lac Kivu à l'ouest du Rwanda souhaitent que des mesures adéquates soient prises pour éviter d'éventuels accidents dans ce lac. Je vous propose de suivre les détails avec le récit qui suit. Depuis le mois de mai dernier, le bateau dénommé Kivu Queen Uranga a cessé ses activités sur le lac Kivu. C'est suite à un accident survenu en district de Nyamasheke à l'ouest du Rwanda, lorsque ce bateau a heurté un rocher sous-marin, endommageant sensiblement le bateau. Que faire pour éviter des incidents similaires? Il y a plusieurs solutions. La première solution serait que le capitaine ou bien la personne qui est aux commandes du bateau utilise les instruments qui peuvent détecter les roches submergées. L'autre solution serait d'avoir des allées sur le lac qui prédéterminent où est-ce que les bateaux doivent passer. Et ce qu'on appelle en anglais lake chats. Ces lake chats pourraient nous aider à savoir où passer et où ne pas passer. Et ça pourrait nous aider aussi avec les pêcheurs parce que souvent sur les lacs, avec les filets de pêcheurs, on a toujours des problèmes avec nos moteurs et les hélices qui se coincent avec les filets de pêcheurs. Donc si on a ces allées-là, les autorités pourraient dire aux pêcheurs que ça c'est réservé aux bateaux. Vous pouvez pêcher à gauche ou bien à droite, mais ces allées-là sont réservées aux bateaux. Ces cartes de navigation sont toujours utilisées dans des pays développés. Selon les responsables, le bateau Kivu Queen Uranga devrait être à nouveau opérationnel avant la fin de cette année. Situé à la frontière de la République démocratique du Congo et du Rwanda, le lac Kivu, avec 2700 km², est l'un des grands lacs d'Afrique. Il contient une grande quantité de gaz, dont le gaz méthane, que le Rwanda a déjà commencé à exploiter pour générer de l'électricité. Le lac a une altitude de 1460 mètres. Au fond du lac, environ 500 mètres de sédiments recouvrent le socle cristallin précambrien. Au nord du lac, des anomalies magnétiques sont dues à d'anciens épanchements volcaniques. Sa configuration morphologique ressemble à celle d'un lac de barrage naturel, avec ses nombreuses baies et îles, et ces dernières disparaissent vers le nord. Place maintenant à la technologie pour parler aussi du codage ou Schéma Pacifique, un jeune qui a moins de 30 ans, qui est parvenu à créer de l'emploi à 400 personnes. Et c'est un programme qui entre dans le NST2, le programme de 5 ans, suivant les détails. Schéma Pacifique est un jeune homme pour qui, grâce à ses connaissances en ingénierie informatique, il a créé un emploi depuis 5 ans. Actuellement, il enseigne à des élèves du secondaire et des étudiants universitaires. Environ 400 personnes ont acquis des connaissances dans ce domaine grâce à lui. Many students
work on final year project only for marks, not for product development that can reach Plusieurs on the étudiants market. travaillent pour les projets de fin d'année juste pour avoir de bons résultats et non pas pour développer un projet qui finira par aller sur le marché. Avec le DIN, un partenaire de travail, nous nous sommes demandé pourquoi ne pas créer une application que plusieurs personnes peuvent utiliser et qui peut aller sur le marché. C'est ainsi qu'on a pensé à créer une application de gestion des visiteurs dans des institutions. Il s'agit de vérifier l'identité, le permis de conduire, les passeports. Alors là, on a vu que la plupart des institutions ont des caméras et empreintes digitales juste pour leur personnel. On a alors pensé à faire ce qui peut être utilisé pour les visiteurs, ce qui peut être utilisé par les visiteurs dans le cadre de connaître, qui est toujours à l'intérieur de l'institution et qui est déjà sorti. But it's only for staff. So we think why we don't have something that can register supplier. L'aide de Schéma Pacifique montre que c'est une excellente manière de lancer une entreprise et d'aider les autres dans cette voie. Pour Schéma Pacifique, les innovations dans le domaine de la technologie font également partie du programme Made in Rwanda qui vise à promouvoir les produits fabriqués au Rwanda. Le plan quinquennal de NST2 prévoit que jusqu'à 1 million de jeunes recevront des compétences en codage et 500 000 bénéficieront d'une formation d'intelligence artificielle. Parlons santé à présent avec le centre hospitalier universitaire de Kigali, plus précisément le service des urgences confronté aux multiples défis suite à son rôle et à sa place dans le pays. Jean-Damascène Maneshimye nous en dit plus. Au jour le jour, le centre hospitalier universitaire de Kigali reçoit de nombreux patients, dont certains en état d'urgence. Le docteur Doris Ouamalo-Lorette travaille au service des urgences au centre hospitalier universitaire de Kigali. Comme hôpital de référence au niveau national, il est largement fréquenté et les cas d'urgence sont souvent nombreux. Quelqu'un qui vient avec un arrêt cardiaque, ça c'est une urgence extrême. Il y a des gens, après avoir subi un trauma de trafic routier, qui peuvent se présenter en état de choc hémorragique, ou bien avec des fractures qui saignent beaucoup, ou bien avec des pertes des membres. Tout ça, ce sont des gens qui sont en urgence extrême. Aussi, parlant des maladies, des maladies chroniques comme hypertension, diabète et les maladies rénaux. Donc, ils peuvent aussi se présenter avec édème pulmonaire, ou bien avec les angines de poitrine, ou bien avec une insuffisance rénale aiguë sur une insuffisance rénale chronique. Alors, c'est le genre des urgences qu'on reçoit ici et c'est des extrêmes urgences ou aussi des patients diabétiques qui viennent avec leur glycémie qui n'est pas bien contrôlée. Ça aussi, c'est le genre des extrêmes qu'on reçoit au service. Face à cette multiplicité de cas, le personnel soignant se démène pour venir au secours à ces nécessiteux le plus rapidement possible. Alors, on a un système de triage. C'est un système qui est standardisé au niveau international. Ce qu'on utilise a été adapté. Chaque patient qui vient ici, on fait ce triage, on appelle ça triage. Alors le triage, ça signifie on prend d'abord les signes vitaux et après les signes vitaux, il y a aussi les signes cliniques qui accompagnent. Alors après avoir considéré tout ça, les patients sont classifiés. On utilise des couleurs, il y a rouge, orange, jaune et vert. Alors les patients qui sont classés rouge, orange, ça, ce sont des extrêmes urgences. Mais les patients jaunes et verts, c'est des patients qui peuvent attendre. Mais aussi, il y a quelqu'un qui peut se présenter, étant dans la catégorie jaune, mais après une évaluation très rapide, on voit qu'il nécessite aussi des soins d'urgence. C'est pas à chaque fois qu'on considère la couleur, c'est pas seulement la couleur, mais c'est aussi les signes cliniques, l'état clinique avec lequel le patient se présente. Les infirmières qui travaillent quotidiennement au service des urgences indiquent qu'il faut se dépasser quelquefois pour satisfaire aux exigences familiales après le travail si épuisant. Christine Ouineza travaille au service des urgences depuis 22 ans. Ça nous affecte.
Parce que parfois on est triste et on n'est pas content toujours parce que même si tu rentres à la maison, tu continues à penser à le patient là qui est décédé, tu continues à penser le patient que tu as laissé qui est très malade, donc ça te suit même à la maison. Ça peut affecter d'une façon ou d'une autre notre famille. Face à ces multiples défis, les médecins du service des urgences estiment qu'il faut que chaque personne, en particulier les gardes malades, développe le sens de la coopération pour que les patients soient vite secourus. Les défis, je pourrais dire, c'est le nombre de malades qui sont nombreux par rapport au personnel soignant. C'est aussi des réactions émotionnelles, surtout des gardes malades, que parfois on trouve un peu exagéré, mais on ne juge pas vraiment ça parce qu'on sait à chaque fois qu'on a quelqu'un qui est malade, il est difficile de contrôler ces émotions-là, mais on voudrait aussi supplier les gens qui amènent les malades quand même d'être coopérants et qu'on puisse aider les malades ensemble. Fondé en 1918 sous la colonisation belge, le centre hospitalier université de Kigali est le premier et le plus grand établissement de santé au Rwanda qui s'est modernisé au fil du temps depuis sa création. Les spécialistes de la santé mentale conseillent aux parents de respecter les choix des enfants, faute de quoi ils pourraient susciter l'anxiété et le stress chez les enfants. Suivant les détails. Venir de ce que les parents veulent des enfants. Hein. Mon enfant est intelligent, il doit être. Hein. Il doit être un ingénieur, il doit être un médecin. Ils réussissent bien. Et dans ce sens-là, alors, l'angoisse et le stress commencent. Et l'enfant va aller à l'école, il va travailler parce que ses parents ont décidé ce qu'il va être. Et là, alors, l'anxiété et le stress ne peut qu'augmenter. Ce n'est pas que ça, c'est aussi par rapport à des récompenses. C'est souvent qu'on dit aux enfants, si tu seras le premier, on va t'acheter un vélo. Ah, c'était ça à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on propose aux enfants. Mais ces récompenses-là qu'on propose aux enfants ne les aident pas vraiment à suivre l'essence même de l'éducation et de l'enseignement. Parce qu'ils vont apprendre beaucoup de choses facilement ou difficilement avec un stress, avec l'anxiété, pour les oublier rapidement après. Parce qu'ils ont travaillé pour quelque chose. Donc ils ont trouvé la récompense et ils oublient ce qui a pu les amener sur cette récompense. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est aussi le système de l'éducation qui peut faire aussi quelque chose qui nourrit ce stress et cette angoisse. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si je vais dans une école publique, je vais dire n'importe quoi, une école publique qui se trouve ici à côté, et qu'il y a une autre qui va dans une école où il y a des examens de Cambridge, ou d'autres examens, je ne sais pas, des systèmes internationaux, ces deux enfants-là, ils ne vont pas avoir le même stress et l'anxiété pour répondre à cette éducation. Celui qui est dans une école publique où il n'y a pas beaucoup d'exigences, il va suivre une école tranquillement, sans problème. Alors que celui-là qui a des exigences de « Ah, il y a un examen qui m'attend », non seulement c'est un examen national, mais aussi il y a d'autres examens que les autres ne font pas. Et là, ça va augmenter et à la fois l'anxiété et l'angoisse. Mais c'est aussi un autre point qui est lié pas seulement au système d'enseignement, mais plutôt au système de vie à l'école. La vie à l'école. À l'époque, c'était se comparer avec les autres, que ce soit du point de vue économique ou ça veut dire le statut. Un enfant qui a des parents qui ont des revenus généreux et un autre qui a des parents qui trouvent difficilement les revenus pour payer les frais scolaires. Ça aussi, ça peut augmenter cela. Donc, si j'échoue alors que mon père ou ma mère a vendu son champ ou ses chèvres ou ses vaches pour pouvoir payer mes études, et comment je vais m'en sortir? Ce stress peut aider, cette anxiété peut aider.
Mais ça peut aussi gâcher la vie de l'enfant, indépendamment de ce qu'on attend de lui et aussi de ce qu'on a dépensé sur lui. Tout ce qui a été au rendez-vous d'actualité, c'est par ici que nous clôturons notre édition. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikoumassabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.